Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un point lecture. Je vais essayer de vous en faire un peu plus régulièrement pour une raison simple, c'est que je préférais qu'il soit plus court parce que vu la durée de mes derniers points lecture, je comprends que ce soit assez difficile à regarder. J'ai donc choisi de vous parler aujourd'hui de 5 livres. Alors choisi, c'est peut-être le mauvais mot, puisque je vais vous parler tout simplement de mes 5 dernières lectures. Alors il y a un peu de tout, il y a du graphique, il y a des romans, majoritairement rien du tout, il y a absolument de tout, donc on y va. Le premier ouvrage que j'ai lu, il s'agit de U4 ou U4, je ne sais pas vraiment comment il faut le prononcer, pardon, qui est initialement paru chez Nathan, je crois, en 5 tomes. Donc c'était un récit, en texte classique, donc sous forme de roman, mais ça a été adapté en graphique, par Dupuis en janvier, je crois, là, pour les sorties littéraires de janvier. J'ai donc lu 2 tomes. Je me suis arrêtée parce que je n'ai pas été très emballée par l'histoire déjà et parce que je trouvais ça assez classique, assez, vu et revu. Maintenant, U4, ou U4, je vais le répéter, plusieurs fois, hein, je suis absolument désolée, mais je ne sais pas comment ça se prononce, remonte un petit peu. Ça fait à peu près, 7 ans, je pense, que je vois les livres, 6 ans, donc ça fait un moment. Donc il est fort possible qu'entre-temps, j'ai lu et relu sur, des sujets, apo, post-apo et que, de ce fait, je me sente beaucoup moins, encline à, découvrir des récits qui se ressemblent, qui se répètent beaucoup, parce que là, pour moi, c'est un peu le cas. La seule nouveauté, le véritable aspect novateur, c'est le fait d'avoir vraiment créé, 4 récits qui, mis ensemble, déboulent sur un cinquième, comme si on avait tissé, finalement, des fils et qu'on arrivait à la toile finale, voilà. Mais je suis pas assez emballée pour tout lire et c'est dommage parce que par contre l'univers graphique est très intéressant, je le trouve très bien. Je sais pas si les BD sont rangés en jeunesse ou, en adulte, mais je trouve en tout cas le style graphique très adulte. Je vais vous montrer un tout petit peu, à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que ce côté un petit peu, désertique et apocalyptique, c'est intéressant et c'est très bien à mettre en scène, je pense, d'un point de vue graphique. Mais, l'histoire en elle-même ne m'a pas convaincue. Donc j'arrête. C'est une de mes résolutions cette année, je ne me force plus. En graphique toujours, j'ai découvert, Second Summer Never See You Again, donc c'est un manga, paru chez Doki Doki qui est en 2 tomes. C'est un seinen assez mignon, qui m'a pas mal plu. C'est très répétitif aussi, hein, je vous en avais parlé dans un book haul en vous disant que ça me faisait penser à une saga, très célèbre qui est la saga Orange et c'est complètement dans cette lignée-là ou, Your Name. C'est typiquement le même type d'émotion, que ça a pu susciter chez moi dans cette histoire. Alors il faut juste que je reprenne les prénoms, des personnages. Donc on va suivre Rin et Satoshi qui sont tous les 2 amis, qui vont monter un groupe de musique en fait dans leur école. Satoshi va tomber amoureux de Rin, mais Rin a une maladie qu'elle lui a cachée en fait depuis, le début et elle va succomber, des suites de cette maladie et on ne sait pas vraiment pourquoi. Un jour, au moment de la mort de Rin, Satoshi va, se retrouver, je sais pas combien de temps avant, peut-être 6 mois, mais en tout cas, il va faire un retour dans le temps et il va pouvoir rejouer les choses, changer les choses en fait complètement. Alors, il faut savoir que, la saga fait 2 tomes, donc l'exploitation du côté voyage temporel pour modifier les choses et avoir un impact pour créer un nouveau présent, c'est assez diffus, clairement. C'est plus une saga qu'on va lire dans un esprit, j'ai besoin de me détendre, de lire quelque chose de doux, de lire quelque chose de poétique, de lire quelque chose de très shoujo, en fait, finalement, même si c'est rangé en seinen. Je trouve que, c'est réussi, pour les objectifs que ça a. Les dessins sont très mignons aussi, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. C'est typiquement le type, d'illustration manga que j'aime beaucoup avec, des formes tout en rond en fait, c'est ce que je préfère personnellement, mais voilà, encore une fois, c'est vraiment, très, personnel. Mais, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble, c'était pas révolutionnaire, mais c'était sympa, c'était divertissant et je ne regrette pas d'avoir, découvert cette saga. Dans un tout autre registre, j'ai lu, Qui a tué mon père d'Édouard Louis que j'avais trouvé chez Gilbert Joseph pour vraiment une bouchée de pain puisqu'il est sorti en poche depuis un moment maintenant et que là je l'ai en grand format. Donc c'est un alors c'est un quoi? C'est assez difficile de vous dire, ce que c'est.
Ce n'est pas un essai, ce n'est pas un roman non plus. Dans ce texte, en tout cas, l'auteur, prend la parole et s'adresse à son père tout le long du texte. Il a une relation avec ce père qui est assez, tourmentée, puisque, c'est une relation faite de silence, d'incompréhension. Édouard Louis est, né en 92, il me semble, et son père est d'une génération où les sentiments masculins sont tus, où, les garçons grandissent comme des garçons avec des codes très normés, très stéréotypés, et finalement, Édouard Louis va se retrouver complètement emprisonné d'une structure et d'une cellule familiale qui ne lui correspond pas, puisque c'est un jeune homme qui va découvrir assez tôt, son homosexualité notamment, et qui va se sentir un petit peu rejeté par ce père, qui a des attentes extrêmement classiques, je dirais, envers son fils. Donc à savoir, voilà, un mariage avec une femme, avoir des enfants, un travail normal, voilà, des choses très standards. Je n'aime pas beaucoup ce type de termes et je les trouve assez peu, carrés et assez peu représentatifs, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Cette espèce de monologue qui se veut être un dialogue puisqu'il s'adresse directement à son père, heu, aide aussi, l'auteur à, faire une espèce d'introspection déjà, mais aussi une espèce de sociologie de lui-même. Je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante, mais qui est aussi très casse-gueule, en fait. Parce qu'on a tendance très rapidement, quand on jette un coup d'œil sur ce qu'on a pu vivre par le passé, à, surinterpréter avec, notre regard d'adulte, en fait, simplement, ce qui est absolument normal. Et c'est vrai que c'est la difficulté à laquelle se confronte tout écrivain qui veut aller puiser dans sa jeunesse les explications de ce qu'il a pu devenir, du rapport qu'il entretient aujourd'hui avec ses parents, du rapport qu'il entretient aujourd'hui au monde. Il y a toujours cette difficulté de dire: «Est-ce que vraiment j'analyse les événements à l'aune de ce que j'ai vécu à ce moment-là ou à l'aune de ce que j'ai vécu jusqu'ici, maintenant, au moment présent et qui me permet d'avoir un regard avec plus de recul», je dirais. Bon, c'est une question qui reste, complètement, impossible à trancher, et quelque part tant mieux. C'est ce qui fait qu'il y a, toute une dimension très expérimentale dans la sociologie de soi qui est intéressante. Mais, alors dans ce sens-là d'ailleurs, je vais clore, la parenthèse que j'ai ouverte et qui est finalement assez longue, mais, ça rejoint un petit peu la démarche d'Annie Ernaux dans La Place. Mais j'ai préféré, l'ouvrage d'Annie Ernaux. Voilà, alors, c'est complètement, ça m'est propre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais déjà j'ai préféré la plume d'Annie Ernaux. J'ai préféré la démarche d'Annie Ernaux également. Même si, l'écrit d'Édouard Louis est très intéressant et que je suis très contente de l'avoir, découvert, ça n'a pas, changé, ma perception des choses, ça n'a pas bouleversé, ma façon de penser. Peut-être que j'en attendais trop simplement, puisque beaucoup de personnes l'avaient adoré et qu'il avait vraiment constitué une espèce de bouleversement dans la vie de lecteur de certaines personnes. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis un peu restée sur ma faim, malgré le fait que le style soit très appréciable, que la démarche soit également très intéressante et que je ne doute pas du fait que l'ouvrage ait pu avoir un côté un petit peu, exutoire pour l'auteur, en même temps qu'un côté, recherche sur soi, comme je le disais, et donc expérimental. Dans tous les cas, je vous recommande de faire la lecture de ce titre il est extrêmement court, hein. Il fait, 85 pages et je trouve que c'est une bonne illustration de, ce qu'on peut produire aujourd'hui dans une littérature assez inclassable. C'est très compliqué parce qu'on est dans, une espèce d'autobiographie, autofiction, en même temps une lettre puisqu'on s'adresse à quelqu'un. C'est encore une dimension supplémentaire puisqu'on va mêler, sociologie, psychologie. Il y a aussi un côté, psychogénéalogique qui est très intéressant, qui n'est pas du tout approfondi dans le livre parce que je pense que ce n'est absolument pas la volonté de l'auteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve plein de choses qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui se regroupent finalement, dans l'œuvre d'Édouard Louis. Je lirai avec plaisir l'ouvrage qu'il a également écrit, sur sa mère, il me semble. Je ne me souviens plus du titre là tout de suite, mais il faudra que je regarde ça. Voilà, j'ai passé un bon moment même si ça n'a pas révolutionné ma vie de lectrice comme je pensais que ce serait le cas. Un autre ouvrage graphique, j'ai lu, Longs cheveux roux de Meags Fitzgerald. J'espère que je le prononce bien. C'est une catastrophe, la prononciation des noms pour moi. On est sur un ouvrage graphique assez adulte qui est publié aux éditions Popo. Je dois admettre qu'au départ, j'étais sceptique concernant, les graphismes qui me plaisaient assez peu. Mais les thématiques de cet ouvrage sont très intéressantes. On va parler ici, de la quête sexuelle d'une jeune fille, puisque ça commence, finalement assez jeune. Donc cette jeune fille va s'interroger sur, son attirance sexuelle et se rendre compte que finalement elle est, probablement bisexuelle.
Bon, elle va se penser lesbienne à un moment donné, elle va aussi se penser asexuelle à un moment donné. En tout cas, elle va s'interroger sur sa sexualité. C'est très intéressant la façon dont, l'analyse et l'analyse de soi, de ses comportements et de ses attirances, peut être faite dans cet ouvrage parce qu'il y a quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre du tâtonnement et c'est très intéressant parce que, justement, il y a cette découverte de soi, finalement, qui passe par une découverte de sa sexualité, de ses, attirances sexuelles et ça, c'était vraiment très, très bien fait. Honnêtement, réussir à faire ça dans un graphique aussi court, parce qu'il fait, 90 pages, c'est vraiment une thématique difficile, la bisexualité. Cette question de la bisexualité, elle est très intéressante parce qu'elle est très peu traitée dans la littérature, tout simplement et je trouve que cet ouvrage le fait bien parce que, l'autrice ne prend pas le parti de dire qu'elle sait qui elle est, qu'elle sait où elle va. Finalement, elle a une phrase à la fin que je trouve très intéressante qui est de dire qu'en fait, elle recherche un partenaire ou une partenaire qui lui correspond, qui lui plaît, qui d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue, projet de vie, peut, lui convenir également. Mais que finalement c'est bien au-delà de la question du sexe. Donc ça déjà c'est intéressant. C'est très simplement dit, mais finalement très vrai, je pense, en tout cas dans l'expérience qu'elle en fait. J'ai trouvé que c'était très authentique en fait comme ouvrage, assez inattendu parce que je ne savais pas de quoi allait traiter, ce roman graphique. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment, un ouvrage très original, que ce soit autant par, les graphismes qu'il propose qui, comme je vous le dis, hein, au départ, m'ont un petit peu dérangée, que par, les mots choisis. Il y a vraiment quelque chose de très vrai et de très honnête, en fait, dans la démarche de l'autrice que j'ai trouvé, intéressant, tout simplement, voilà. Donc c'est un ouvrage que je ne peux que vous recommander également si vous souhaitez, lire un ouvrage sur la question de la bisexualité. Là, on n'est pas dans une histoire d'amour, pas du tout. On est dans une histoire de quête de soi, de recherche de soi, de chercher à se connaître, de mieux se comprendre, en fait. On est beaucoup plus dans quelque chose d'introspectif que dans quelque chose de vécu. Il n'y a pas d'action particulière dans le récit. D'ailleurs, il n'y a même pas de récit particulièrement. Ce sont vraiment des successions, d'introspection qui donnent lieu à une réflexion plus globale, lorsque, la protagoniste, qui est l'autrice, il me semble, hem, à la conclusion à laquelle elle arrive plus tard donc, après avoir analysé, tous ses comportements, toutes ses attirances différentes. J'espère que je m'exprime bien, je suis vraiment désolée. Et enfin, je voudrais terminer ce point lecture avec un ouvrage qui, pour le coup, a vraiment eu un impact considérable sur moi. Il s'agit de, Eugène Onégine de Pouchkine. C'est ma découverte de Pouchkine, cet ouvrage. Je ne le connaissais que de nom jusque-là. J'ai appris au cours de ma lecture, puisque je me suis vraiment passionnée pour le personnage, qu'il s'agissait sans nul doute de l'auteur le plus connu et reconnu en Russie. Donc forcément, je plus j'en savais, plus j'avais envie de découvrir ce livre et plus ça me poussait à tourner et tourner et tourner les pages et même au-delà de ça, je vous montre la quantité de post-it qu'il y a sur mon ouvrage. Vous pouvez voir que, il y a des tas et des tas et des tas de passages qui m'ont complètement, retournée tant par leur beauté littéraire, par la construction des phrases que par, l'intensité de la réflexion qui résultait et qui découlait, de tous ces mots. La première chose que je dois vous dire, c'est qu'il s'agit d'un texte écrit sous forme c'est assez compliqué, je vais vous dire sous forme de vers, parce que je pense que c'est le cas, hein, simplement. Je vous montre, voilà, donc la forme peut paraître assez répétitive et rébarbative sur les quelques 250 pages que fait l'ouvrage, mais je vous assure que ce n'est pas le cas et si vous en avez peur, si vous avez peur de cette répétition de forme, je vous invite à peut-être lire quelque chose d'autre à côté, faire une pause de temps en temps avec, peut-être un graphique, par exemple, pour que ce soit une lecture assez brève et pour ne pas non plus sortir complètement de l'univers, de Jeanne Onégine. Mais, la plume est tellement belle de toute façon, qu'on est complètement embarqué. Je veux dire, Pouchkine nous prend et ne nous relâche qu'à la, dernière page en fait de cet ouvrage. Tout est magnifiquement pensé, magnifiquement écrit. Alors je sais qu'il s'agit seulement d'une traduction, mais malgré cela, bah, c'était divin, voilà.
J'ai écouté des vers lus en russe sur YouTube. Vous pouvez les trouver en tapant tout simplement Eugène Onegin, Pushkin, et vous trouverez des personnes qui vous lisent les vers en russe. J'ai trouvé ça formidable. Je trouvais que la sonorité de la langue était magnifique. Et pourtant, je ne comprenais rien, très clairement. Je ne comprends pas le russe. Mais c'était beau. C'était tout simplement beau. La littérature, c'est aussi ça, hein. C'est aussi, je veux dire, tomber en pamoison et en extase devant la beauté d'une langue, la beauté de construction de certaines phrases, même sans les comprendre, ne serait-ce que par la mélodie en fait qu'elle crée. Si je dois vous parler de l'histoire, parce qu'il y a une histoire dans Eugène Onegin, même si est-ce que vraiment c'est le plus intéressant? Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé l'histoire également, mais c'est vrai que c'est toutes les réflexions que fait Pouchkine à côté qui m'ont le plus laissé sans voix. Mais pour parler de l'histoire en tant que telle, pardon, Eugène Onegin, c'est un personnage un petit peu désabusé, un petit peu blasé, qui n'a plus trop d'attentes finalement dans la vie. Il m'a personnellement beaucoup fait penser à Sioran ou au personnage de Dostoïevski dans Les Carnets du sous-sol. Donc un personnage très austère, très détaché finalement de la réalité, puisqu'il n'a finalement plus d'attentes, tout simplement. Pas de rêve, pas d'ambition particulière. Il est donc assez reclus, il lit énormément. Il passe peu de temps en société à proprement parler, même s'il a des fréquentations. Et un jour, il va se retirer à la campagne, et à la campagne, il va rencontrer pardon, 2 sœurs, dont une qui s'appelle Thérèse, qui va tomber éperdument amoureuse de lui. Lorsqu'elle va lui faire part de ses sentiments, il va la rejeter en lui expliquant que finalement, elle ne fera que souffrir d'une union avec lui puisqu'ils se lasseront tous les deux. Il a vraiment un regard très pessimiste sur les relations amoureuses, sur la vie en général aussi. D'ailleurs, c'est très cohérent, je trouve, chez ce personnage. C'est ce qui fait tout son intérêt et toute sa force. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette partie-là, je peux juste vous dire que des années plus tard, on retrouve Eugène qui retrouve Thérèse. Thérèse qui est mariée à un homme haut placé dans la hiérarchie russe, qui donc a de l'argent, qui a la possibilité de bien présenter, qui est aussi maîtresse de maison, qui reçoit des personnes. En la retrouvant, Eugène va se rendre compte qu'il est éperdument amoureux d'elle. Il va lui faire parvenir des lettres, plusieurs, dans lesquelles il va lui faire part de cette flamme qui l'embrase et à laquelle il ne peut pas résister. Mais Thérèse ne répondra pas. Et un jour, pris dans un élan de passion, hein, véritablement, puisque cet amour le tue à petit feu, il va se rendre chez Thérèse et la trouver assise à sa coiffeuse, il me semble, en train de lire une lettre et de pleurer. Et il va lui parler. Il va lui dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Et quand Thérèse va reprendre la parole, elle va lui dire des choses que j'ai trouvées incroyablement vraies et incroyablement fortes. Et je trouve qu'il y a une chose qu'on ne souligne pas assez dans cet ouvrage, c'est la différence entre le comportement des hommes et des femmes face à ce type de situation, puisque lorsque Thérèse se fait rejeter par Eugène, elle accepte ce rejet, elle vit sa souffrance pour elle-même, en elle-même. Elle en fait quelque chose. Elle évolue, elle change. Eugène ne fait pas ça. Eugène souffre de l'absence de réponse de Thérèse, mais il va aller la confronter. Il va aller la chercher. Il ne va pas se poser la question de la souffrance qu'il pourrait occasionner chez elle. Pas du tout. Il est tellement pris dans ses propres sentiments et ses propres émotions qu'il est incapable de penser à ce qu'elle pourrait ressentir, ou a pu ressentir à l'époque où lui l'a rejetée. Bref, Eugène Onegin est mon second coup de cœur de cette année. J'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous recommander de vous plonger dans les ouvrages de Pouchkine. Je vous remercie d'être resté jusque-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé la vidéo, surtout mettez un pouce bleu, ça me fera très plaisir et ça m'encourage à continuer en fait ces petites vidéos. À très bientôt.